Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien entendu. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 9 novembre 2024, avec comme titre principaux, bien évidemment, quelle va être l'influence de Donald Trump, maintenant qu'il a été élu président des États-Unis, mais il n'aura les pouvoirs que le 20 janvier. Quelle va donc être l'influence de Donald Trump sur l'Ukraine? Alors évidemment, il y a quelques mots à dire à ce niveau-là, puisque Donald Trump a dit qu'il ne voudrait plus, ou tout du moins aider beaucoup, beaucoup moins l'Ukraine, et laisser plus ou moins l'Union européenne se débrouiller toute seule quant à la gestion de l'Ukraine. Alors maintenant, attention, il faut garder en tête que Trump n'aura les pouvoirs que le 20 janvier. Donc on a un peu de temps quand même avant que Trump n'ait le pouvoir. Donc pour l'instant, c'est le gouvernement Biden qui va décider. Et en environ 2 mois, il y a des choses qui peuvent se passer en 2 mois. Donc là, pour l'instant, c'est le gouvernement Biden, c'est pas Trump qui prend les décisions. Donc ça, c'était très important à souligner. Or aussi, deuxième titre important, on a l'évacuation des troupes de Kursk qui seraient en préparation. Alors ça, c'est la députée dissidente Mariana Bezouglaya, qui faisait partie du Conseil de sécurité de l'Ukraine. Donc c'est une députée de la Rada qui dévoile ça dans un communiqué. Donc elle dit que Sierski, donc le chef d'état-major, prévoit une retraite des soldats ukrainiens de Kursk. Alors ce qui est absolument énorme comme information, si c'est vrai, parce que c'est que elle qui dit cela. Alors, en général, tout ce qu'elle dit, ça s'est révélé vrai. Je n'ai pas de raison de douter d'elle maintenant, mais c'est une information qui est tellement énorme, tellement incroyable, que cela aura des répercussions sur toute l'Europe, à minima. Donc on verra bien, parce que ça voudrait dire une capitulation, c'est une capitulation déguisée de l'Ukraine, parce que Kursk, c'était le nouveau fer de lance de Zelensky. S'il abandonne Kursk, l'image donnée du gouvernement ukrainien de par le monde sera absolument terrible. Et en premier lieu, l'image donnée aux soldats ukrainiens, dont déjà le moral était inexistant. Le moral, on peut même plus dire qu'il était en baisse. C'est une démoralisation absolument totale depuis déjà de longs mois. Si maintenant il y a un retrait de Kursk, cela signe en réalité une capitulation de Zelensky. Et donc là, ce n'est plus un moral extrêmement bas, une démoralisation, non. Là, on se dirige vers le désespoir. Tout du moins, là, je parle des soldats patriotes, encore motivés pour se battre. Il est certain que d'autres soldats, eux, seront très contents que la guerre se finisse le plus rapidement possible pour sauver leur peau. Très égoïstement, parce que légitimement, ils ont le droit de retrouver leur famille en vie, ou tout du moins sans mutilation de guerre. On les comprend. Donc les acharnés seront extrêmement déçus, voire désespérés. Ceux qui n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter le champ de bataille, eux seront très contents. Mais en tous les cas, ça donnera une image absolument terriblement négative, encore une fois, pour l'Occident et pour les soldats ukrainiens, et même pour la population d'Ukraine pro-Zelensky, entre guillemets. Eux, ça va les démoraliser énormément, puisqu'ils verront tous en cela une sorte de capitulation prématurée. Bref, nous verrons bien si les dires de Mariana Bezouglaya
sont confirmées ou non. Bien entendu, comme d'habitude, nous verrons tout cela en article. Enfin, en dernier titre principal, on a Zelensky qui annonce que il y a déjà des batailles entre les soldats nord-coréens et les soldats ukrainiens. Et oui, que déjà ils se battent entre eux. Voilà, c'est ce qu'a annoncé Zelensky. Alors évidemment, tout ça vient de sources ukrainiennes et uniquement ukrainiennes. Donc peut-on les croire? Là est la question. Ensuite, la deuxième grosse question, c'est se bat-il dans ces cas-là à Kursk ou se bat-il en Ukraine? Alors on entend beaucoup qu'il y a déjà des soldats nord-coréens à Kursk, mais bon, encore une fois, comme je l'avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, il n'y a strictement aucune preuve. Et alors là, on se déchaîne, quoi. Zelensky se déchaîne dans la propagande en disant que les soldats ukrainiens se battent déjà avec les soldats nord-coréens. Alors, tout cela sent très très fort le désespoir, c'est-à-dire on pousse la propagande au maximum, aux extrêmes, pour essayer de compenser l'énorme mauvaise nouvelle de l'élection de Trump, puisque évidemment pour Zelensky, c'est une catastrophe, bien évidemment. Alors il a envoyé un mot de félicitations à Trump, mais bon, c'est une catastrophe, et en plus, le contexte concernant l'aide à l'Ukraine est très mauvais. Le gouvernement de Macron est en capilotade, hein, il est en train de se déliter sous nos yeux. Macron lui-même est dans une fort mauvaise passe. Et en plus, il se trouve que le gouvernement allemand est en plein délitement lui aussi, surtout quand il a viré son ministre de l'économie. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a un trou de 9 milliards d'euros dans le budget allemand. Et les faucons allemands absolument pro-aide à l'Ukraine, dont Baerbock, Olaf Scholz et autres, ont fait pression sur le ministre de l'économie allemand afin qu'il soit plus flexible, puisque normalement dans la charte de la gestion de l'économie allemande, le déficit doit être en priorité résorbé. Et là, ce n'est pas possible avec toutes les aides données à l'Ukraine. Eh bien, ce ministre a eu une pression de Scholz, de Baerbock, Elena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, et d'autres, afin que, pour la première fois de l'histoire concernant de l'histoire moderne, tout du moins de l'après 1945, et bien pour la première fois, en gros, on demandait de ne pas respecter la loi économique qui est inscrite dans la charte de l'économie allemande. Et donc le ministre de l'économie a répondu que non, il avait prêté serment, donc il respecterait son serment. Eh bien, parce qu'il a respecté son serment, Olaf Scholz l'a viré. Il l'a viré. Ce qui a fait un séisme au niveau politique en Allemagne, et ça a désagrégé encore plus le peu de crédibilité et de puissance du mouvement politique d'Olaf Scholz. Donc le gouvernement allemand est extrêmement affaibli, de la même manière que celui français, mais en pire encore. En pire. Donc bref, le contexte est extrêmement mauvais pour Zelensky. On a le gouvernement de Scholz qui est en train de se dissoudre, hein, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, mais qui est terriblement affaibli, pour être plus exact. On a le gouvernement français qui est terriblement affaibli, et on a le gouvernement anglais qui est terriblement affaibli aussi. Donc les trois principaux pays sont très affaiblis au niveau politique. Donc il y a de plus en plus de gens qui hurlent
comme quoi il ne faut plus aider l'Ukraine étant donné l'état catastrophique économique des pays déjà précités, donc Angleterre, Allemagne, France principalement. Et donc, ça tombe très 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 mal pour Zelensky avec évidemment en plus de cela l'élection de Donald Trump. Donc Zelensky là va certainement inventer des nouvelles choses, hein. Par exemple que les soldats nord-coréens, parce que ça va être la prochaine étape, sont déjà en embuscade à Kiev, hein, peut-être, hein. On ne sait pas, hein, peut-être va-t-il oser aller jusque-là pour une intervention de l'OTAN. Mais là, ça ne marchera plus. Là, c'est plus Biden là qui est, voilà. Là, ce sera Donald Trump. Alors, peut-être va-t-il se dépêcher d'inventer des preuves, de faire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une bombe sale, de faire une action sous faux drapeau pour accuser les Nord-Coréens, etc. Peut-être sera-t-il poussé jusqu'à ce niveau-là. Alors pourquoi je vous dis cela, et j'en terminerai dans mon introduction, c'est parce que là, Zelensky, on lui a fait, assez officiellement d'ailleurs, des pressions terribles pour qu'il lâche les 4 oblasts déjà pris par les Russes, incluant la Crimée bien entendu. Il a des pressions terribles. Et Zelensky a répondu à ces pressions qui viennent, encore une fois, principalement d'Angleterre, d'Allemagne et de France, principalement. Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu à ces pressions-là? On le voit quand on lit les journaux ukrainiens Ukraine Inform et The Kyiv Independent. Et dans ces journaux-là, il a répondu: nous ne céderons absolument rien. Il ne cédera pas un pouce de territoire. Donc il l'a répété, mais dans les journaux ukrainiens, il n'a pas osé dire ça dans les journaux occidentaux, parce que cela aurait des répercussions importantes, un durcissement peut-être, puisqu'il vexerait Macron, Scholz et Keir Starmer, et Trump peut-être, ou Biden même, je ne le sais pas, mais en tous les cas, moi j'ai vu ça qu'en Ukraine. Bref, donc il n'a rien changé, Zelensky. Et Zelensky, en plus de ça, n'est toujours pas revenu sur son décret qui lui interdit de négocier avec Vladimir Poutine. Il y a toujours un décret en cours, donc Zelensky, officiellement, il ne peut pas de toute manière négocier avec Vladimir Poutine suite à son décret qu'il n'a toujours pas annulé. Donc il y a toujours un décret en cours de toute manière qui fait que l'Ukraine ne peut pas négocier avec la Russie de toute manière. Voilà, et j'arrête là dans l'introduction. Bref, comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties, les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire à ne pas manquer, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors on commence avec un article du New York Times qui nous dit: Trump va tester la solidarité européenne sur l'OTAN, l'Ukraine et le commerce. Un nouveau mandat de Trump pourrait inciter l'Europe à s'affirmer, mais il est loin d'être certain que ses dirigeants sachent saisir cette opportunité cette fois-ci. Et là, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Surtout que là, on lit: les gouvernements français et allemands étant affaiblis par la politique intérieure, il sera difficile de construire une réponse européenne forte. Alors là, c'est tout à fait exact, hein, je vous ai un petit peu décrit la situation dans l'introduction, mais il n'y a pas que ça comme problème pour l'Europe. On a Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui est pro-Trump, qui voudrait des liens avec la Russie. On a la Serbie, qui joue un petit peu sur les deux tableaux, mais refuse quand même toute sanction contre la Russie. En échange, la Russie donne du gaz en volume et pas très cher à la Serbie. On a la Hongrie, pro-Trump, qui lui aussi, donc je parle d'Orban, hein, bien évidemment, qui lui aussi veut des liens avec la Russie.
Donc on a ces trois pays-là qui posent problème en réalité à l'Union européenne. Et eux, ces pays-là, eux n'ont pas de gros problèmes économiques ou gouvernementaux comme les Français, les Allemands, les Anglais, par exemple. Alors, ils en ont eu un petit peu, on va dire, surtout la Slovaquie, mais maintenant, bah, le gouvernement slovaque bah, se consolide. Le gouvernement hongrois, c'est un monolithe apparemment intouchable pour l'instant. Et en Serbie, ben, Vučić tient bien ses troupes. Il semble inamovible pour l'instant. Bien que Vučić est sur le fil du rasoir, hein. Vučić, il a sa population qui est très vigilante vis-à-vis de sa politique, parce que la population serbe est majoritairement pro-russe, très pro-russe, même hein, quand vous allez à Belgrade, vous voyez beaucoup de vendeurs d'objets, dont des t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine ou des drapeaux russes. Et je vous parle sur les grands places de Belgrade, hein, donc c'est assez amusant à voir. En tous les cas, Vučić, bon, il est très surveillé par sa population et il sait très bien qu'il doit se la jouer très très fine. Bref, pour l'Union européenne, rien ne va plus. Donc ça va être extrêmement difficile. Donc là, ce que dit le New York Times, je suis entièrement d'accord. Là, on lit, une victoire de Trump est très douloureuse pour les Européens car elle les confronte à une question qu'ils ont essayé de ne pas se poser. Comment gérer des États-Unis qui nous voient davantage comme un concurrent et une nuisance que comme un ami avec lequel travailler, a déclaré Georgina Wright, directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne à Paris. Cela devrait unifier l'Europe, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'Europe s'unira. Alors là, je suis assez d'accord aussi. Cela dit, cette dame, Georgina Wright, si elle pensait que les Européens voyaient depuis des décennies, on va dire les États-Unis comme un véritable ami qui nous veut du bien, mais alors dans ces cas-là, cette dame et bien d'autres, hein, journalistes, etc. compris, énormément de personnes, ben, ils sont d'une naïveté à en pleurer. Ils sont d'une naïveté à en pleurer. N'oublions pas les mots de Henry Kissinger qui résonnent encore dans les annales de l'histoire. Comme quoi être un ami des États-Unis, c'est tomber dans un piège mortel. Alors là, je cite avec mes mots, hein, c'est pas la citation exacte, hein. Mais le sens est là, et il est très exact. C'est-à-dire être un ami des États-Unis, bah, c'est être dans un piège mortel. Donc là, si on voyait les États-Unis comme une entité amie qui nous veut du bien, quelle grossière erreur, quelle naïveté, quelle ignorance. Bien sûr que les États-Unis nous ont jamais voulu du bien et tout au contraire. Depuis 1945, déjà les États-Unis voulaient coloniser la France. Ne l'oublions pas, en faisant des billets du type franco-américain, d'ailleurs qui ont été créés en 1945, hein, des vrais billets de banque et une colonisation totale de la France. Charles de Gaulle s'est rebellé, a tout fait pour contrer les États-Unis. D'ailleurs, il a subi 3 tentatives d'assassinat, si ce n'est plus, de ce que l'ancêtre de la CIA. Bref, tout ça, c'est l'histoire, mais il est bon de nous rappeler tout cela, hein. Faut pas oublier que Charles de Gaulle a viré les forces des États-Unis sur le sol français, justement pour gagner la souveraineté de la France. Donc ce ne fut pas sans mal. Donc, et n'oublions pas dernièrement, pour prendre un exemple contemporain, n'oublions pas l'explosion des Nord Stream faite par les États-Unis, avec plusieurs pays collaborateurs, hein, comme la Norvège,
l'Angleterre, le Danemark et peut-être même l'Allemagne. Là, on n'a pas de preuves pour l'Allemagne, mais tout du moins, l'Allemagne a tout du moins été complice puisqu'elle a fermé les yeux, même si elle n'a pas agi, mais et avec les agissements à minima de la Suède, de la Norvège, du Danemark et de l'Angleterre. Donc ça, c'est le minimum. Bref, avec, bien entendu, comme vous pouvez donc le comprendre, une trahison totale d'Olaf Scholz. Bien sûr, il a fait un acte de haute trahison envers son pays. Donc oui, effectivement, on ne peut pas dire que l'Union européenne va vraiment s'unir étant donné tout ce que je viens de vous dire. Là, on a un grand journal asiatique qui est Eurasia Daily qui nous dit le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Syrski se prépare au retrait des troupes de la région de Koursk. Ça date du 6 novembre. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexander Syrski, prépare le retrait des forces ukrainiennes de la région de Koursk, a déclaré la députée de la Verkhovna Rada Mariana Bezuglaya. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, avec ses publications sur Facebook sur l'héroïsme de la région de Koursk, prépare en douceur les Ukrainiens à un message de retrait et convaincu Bezuglaya comme elle l'a écrit sur sa chaîne Telegram. La députée a attiré l'attention sur le raisonnement de Sielski sur les résultats de l'attaque des forces armées ukrainiennes contre la région de Koursk et sur ses affirmations selon lesquelles l'invasion du territoire russe aurait détourné les forces armées de la Fédération de Russie dans d'autres directions. Bon, la traduction, parce que là c'est pas extrêmement clair pour les lecteurs non avertis. En gros, le but de Sielski, c'était de faire cette attaque à Koursk afin que les Russes soient obligés de prendre des soldats sur le front du Donbass afin de les envoyer à Koursk, chose qui n'a pas été faite. Voilà. Alors là, on lit, Sielski a fait une déclaration préliminaire sur le retrait des troupes de la région de Koursk, a-t-elle noté, ajoutant que ce n'était pas un hasard si le commandant en chef était resté silencieux sur le nombre de territoires dans les régions de Donetsk et de Kharkov qui ont cessé d'être sous la domination de Kiev. Donc là, c'est très important ce qu'a dit là. Qu'est-ce qu'on apprend là? Grâce à ces députés de la Rada, on apprend que bon, la région de Donetsk a cessé d'être sous la domination de Kiev. Ça, c'est une évidence, bien évidemment. C'est dans cette région-là que tout se passe. Mais la région de Kharkov, ça, c'est nouveau, ça. C'est comme aveu, tout du moins, parce que la région de Kharkov, c'est, à part la ville de Kharkov même, hein, on a à l'est de la ville de Kharkov, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, on a Kupiansk. Et là, les Russes sont aux portes de Kupiansk. Ne l'oublions pas. Donc ça peut mettre de l'eau, effectivement, au moulin de Mariana Bezuglaya. Donc peut-être a-t-elle raison en disant ça. Et là, elle continue. Peut-être qu'Alexander Stanislavovitch, alors pourquoi elle dit Stanislavovitch? Là, c'est une sorte de tutoiement, parce que normalement, la forme polie en Russie-Ukraine, c'est de dire le nom complet. Donc là, le fait de mettre le nom Sierski, c'est une sorte de mini-vexation, hein. Bon, bref, Alexander Stanislanovitch, vous séjournez... Ah ouais, donc là, elle lui parle directement, là, hein, c'est pour ça. Vous séjournerez personnellement là-bas, dans la région de Koursk. Ils prendront les leurs et au moins nous pourrons pousser un soupir de soulagement, a souligné Bezuglaya. Donc voilà, donc ça c'est des mots un durs de Mariana Bezuglaya, mais on a l'habitude, hein, si vous me suivez de manière assidue, à maintes reprises, je vous ai montré les déclarations de cette députée qui est une véritable tornade et qui n'a pas qui ne mâche pas ses mots, hein, pourrait-on dire. Donc, énorme nouvelle si cette députée dit vrai,
on n'a pas de raison d'en douter, mais en tous les cas, si c'est confirmé, en réalité, c'est une nouvelle absolument énorme concernant le front et qui rejaillira évidemment sur toute l'Ukraine et sur Kiev même, et donc Zelensky. Et ça pourrait faire réfléchir énormément l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États-Unis, quoi, les gros pays occidentaux qui comptent de manière très très importante. Et ça les fera peut-être réfléchir et se dire que Donald Trump, peut-être a-t-il raison, étant donné que la retraite à Kursk sera un aveu de faiblesse absolument gigantesque qui pourrait être pris pour tout l'Occident, à la face de l'Occident, comme une capitulation, avec toutes les conséquences politiques que cela pourra avoir pour l'Ukraine. Bref, nous verrons bien. Alors là, dans cet article très intéressant du Washington Post, vous allez voir dans toute sa splendeur comment se débat l'Occident pour gérer sa propagande. Là, ils se débattent un petit peu de manière désespérée et vous allez comprendre pourquoi. Là, dans le Washington Post, on nous dit « L'Ukraine affirme que ses forces armées affrontent pour la première fois les troupes nord-coréennes. » Un affrontement entre les soldats nord-coréens et les soldats ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré ses alliés occidentaux de prendre des mesures face à l'utilisation de troupes nord-coréennes par la Russie dans la guerre. Donc, vous voyez, là, le lien est extrêmement clair. Zelensky ne perd pas de temps. Un affrontement veut dire « Ah, il faut l'intervention de l'OTAN. » Donc, ah ouais, là, il faut l'intervention de l'OTAN. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire ? Les troupes ukrainiennes ont affronté pour la première fois les forces nord-coréennes selon de hauts responsables ukrainiens. Un développement qui ouvrirait une nouvelle page d'instabilité dans le monde, a déclaré Volodymyr Zelensky. Ah carrément, c'est le monde qui serait impacté là-dedans. Même pas que l'Union européenne, non, 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 le monde. Voilà. Mardi, le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, s'exprimant sur la chaîne de télévision sud-coréenne KBS, a déclaré qu'il y avait déjà des contacts entre les deux parties et que les responsables ukrainiens s'attendaient à un nombre plus important de contacts dans les prochaines semaines qu'ils examineraient et analyseraient. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que là, nous n'avons pas encore vu ces troupes se déployer au combat contre les forces ukrainiennes. Nous nous attendons à ce que cela se produise dans les prochains jours, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken lors d'une conférence de presse à Washington. Ah bah là je comprends pas. On a Zelensky qui nous dit qu'il y a déjà des affrontements, et là Anthony Blinken dit non, non, nous on n'a vu aucun affrontement. Bon, les États-Unis disent qu'il y aurait déjà 8000 soldats nord-coréens à Kursk, mais qui ne se battent pas. Voilà, c'est ce que dit en gros l'article. Voilà. Donc, et Mark Rutte dit que le déploiement de soldats nord-coréens constituerait une extension dangereuse de la guerre en Ukraine. Alors, quand on lit tout l'article, ce qu'ils omettent de dire, c'est qu'il y a un journaliste qui avait interrogé Joe Biden en lui disant « Est-ce que ça pourrait être un problème si les soldats nord-coréens se battaient à Kursk ?» Et Joe Biden, bon, il a réfléchi pendant quelques secondes et il a dit que si les soldats nord-coréens entraient en Ukraine, là, les États-Unis seraient obligés de réagir. Vous notez comment Joe Biden a détourné un petit peu sa réponse. Il n'a pas répondu ce que feront les États-Unis s'il y avait des soldats nord-coréens à Kursk. Par contre, il a répondu s'ils étaient en Ukraine. Donc Joe Biden n'a pas bien répondu, ce n'est pas très clair, mais en tous les cas, vous vous imaginez bien qu'il ne se passera strictement rien. Et en plus, encore une fois, il suffirait que Moscou exige des preuves
tangible quant à la présence de soldats nord-coréens, ne serait-ce qu'en Russie. Faudrait déjà prouver qu'il y ait des soldats nord-coréens en Russie afin que on avance. Ensuite, il faudrait prouver qu'ils soient à Koursk. Et enfin, il faudrait prouver, encore une fois, que les soldats nord-coréens se battent à Koursk contre les soldats ukrainiens. Ça, c'est ce que dit uniquement Zelensky, le côté uniquement ukrainien. Donc vous voyez, là, cet article est très intéressant parce que cela montre à quel point, là, ils sont désespérés et ils se débattent dans leur propagande, principalement Zelensky, bien entendu, qui tente absolument tout, et je crains d'ailleurs le pire, afin de faire entrer l'OTAN en Ukraine et qu'ils se battent contre la Russie. C'est le rêve depuis toujours de Zelensky, qui a étonnamment le soutien de l'Allemagne, des pays baltes, etc., de l'Angleterre, pour aller vers éventuellement une troisième guerre mondiale. Ça, ce serait très très bien pour Zelensky, il a toujours voulu ça, comme on peut le voir chaque semaine dans le point sur l'Ukraine. Là, on va regarder un extrait de LCI qui est très intéressant puisqu'il reprend très exactement les informations que je vous ai déjà données il y a 2 semaines, mais là, ça apparaît dans un grand média. On va regarder ça ensemble. Nous repartons pour l'Ukraine avec cette situation difficile malgré le patriotisme des Ukrainiens, malgré les difficultés de l'économie russe qui devrait leur laisser espérer un effondrement rapide de la Russie. Là, vous notez, on a ce journaliste Darius Rochebin qui nous fait un coup à la Bruno Le Maire. Là, il nous annonce un effondrement de l'économie russe très bientôt. Donc, il nous l'a fait comme à la Bruno Le Maire, sauf que Bruno Le Maire, il nous faisait ça il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 2 ans. Sauf que là, on a ce journaliste contre toute attente, puisque tous les indices économiques de la Russie ne disent en rien qu'il va y avoir un effondrement de l'économie russe. Mais bon, voilà la propagande, évidemment, là on parle de LCI. Beaucoup de déserteurs, c'est l'article du Monde qui avait sonné l'alarme. On peut lire la déclaration de cet ancien soldat ukrainien et ancien prisonnier russe. La désertion est un problème qui dépasse déjà 100 000 personnes depuis l'invasion russe de 2022. Nous avons une immense armée de déserteurs qui se baladent dans le pays. Arrêtons ça car nous sommes en train de perdre. Vous êtes toujours avec nous, Cyril Amourski, et vous aussi sur ce plateau. Qu'est-ce qui est en train de se passer contre toutes les prévisions qu'on avait sur la solidité complète du camp ukrainien? Cyril Amourski. Ah non, mais alors là, c'est très fort. Là, il nous lance des fausses informations absolument incroyables. Donc là, il ajoute que pourtant la solidité des soldats ukrainiens, du bloc ukrainien, cela a toujours été impeccable. Là, on comprend pas, là, on tombe des nues, on vient d'apprendre qu'il y a des déserteurs en masse. Ah là, on ne comprend pas. Donc, il fait semblant ou, encore une fois, il lance la propagande comme s'il n'y a jamais eu de signe préliminaire, que tout était parfait avant parmi les soldats ukrainiens. Et il n'y a que maintenant, là, on apprend que tout s'écroule tout d'un coup. Alors là, vraiment, on n'a rien vu venir. Vous voyez cette propagande qui est plus que grotesque, on peut dire même pathétique. Voilà comment on s'accroche encore, tout du moins LCI, mais bien d'autres médias, il n'y a pas que le LCI. Le Daily Telegraph aussi fait ce genre d'annonce quelquefois. Il n'y a pas que LCI. Mais comment voulez-vous que les grands médias que représente LCI par exemple, mais bien d'autres à l'international, gagnent en crédibilité en faisant ce genre d'annonce? Après, il ne faut pas s'étonner que Trump soit élu. Mais bref, passons. Donc là, on va voir un extrait de la télévision allemande qui est très intéressant, puisque on a ce journaliste qui s'appelle Markus Lanz qui interroge un député vert du Bundestag qui s'appelle Anton Hofreiter.
Et ce journaliste dit que bon, bah, l'Ukraine a un champ de lithium absolument énorme et que l'Allemagne a besoin de ces ressources de lithium pour les voitures électriques, hein, à cause des batteries. Et on a le Anton Hofreiter, ce député vert, qui répond oui, qu'effectivement dans la partie orientale de l'Ukraine se trouvent de grandes réserves de lithium et l'Allemagne mène une guerre pour les obtenir. Vous voyez, ça rejoint l'extrait de Lindsey Graham, ce sénateur républicain que je vous avais montré la semaine dernière, et qui disait que l'Ukraine avait environ 12 000 milliards de dollars de ressources minières et que les États-Unis devaient s'en emparer, ben, justement pour ne pas que Poutine en profite et pour renforcer l'économie américaine. Donc là, vous voyez, les langues se délient et on a la même chose pour l'Allemagne. Alors, je vous montre ça vite fait. Je vous traduis au fur et à mesure. Ja, auch möglicherweise mit Blick auf Donald Trump darüber, dass Putin vielleicht den Donbass sich einfach nimmt, um einen Frieden. Donc là, il commence en disant que bon, bah, Donald Trump serait prêt à laisser le Donbass à Poutine pour atteindre la paix. Von dem wir alle wünschen, dass er irgendwann kommt. Aber das Et nous allons tous y venir à cette paix de toute manière, mais cela a aussi des conséquences économiques. hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Im Donbass sind, glaube ich, 80% der ukrainischen Bodenschätze. Die liegen Le Donbass a 80% des ressources minières de l'Ukraine. C'est là-bas. dort. Die hat dann Putin. Da liegt auch sehr viel Lithium, wichtig für Batterieherstellung. Donc il y a aussi beaucoup de lithium pour la fabrication des batteries. Zellproduktion, die wir hier in diesem Land auch so dringend bräuchten. Das heißt, Ce que notre pays a urgemment besoin, bon, pour la fabrication des voitures électriques, cela a un impact das hat immédiat, auch unmittelbar économique. wirtschaftliche Auswirkungen. Es liegt auch in unserem eigenen Interesse, C'est aussi de notre propre intérêt. dem nicht tatenlos zuzusehen. Oder sehe ich das falsch? Est-ce qu'on va laisser cela arriver? Nein, das sehen Sie absolut richtig. Das liegt massiv Alors vous avez absolument raison. Donc lui, c'est lui le député vert Anton Hofreiter. Il dit que c'est massivement dans notre propre intérêt économique d'arrêter la Russie. in unserem eigenen ökonomischen Interesse. Die russische Armee kämpft gerade darum, eines der größten Lithiumvorkommen in Europa. Alors voilà, donc là il dit donc là c'est une des plus grandes ressources de lithium d'Europe Guck, Ja, unter seine Kontrolle qui va être sous le contrôle de la Russie. zu bekommen. Und hier auch möglich. Voilà, bon, bref, vous voyez, il n'y a pas que Lindsey Graham qui l'a dit ouvertement concernant les États-Unis, l'Allemagne aussi est très intéressée quant aux ressources minières de l'Ukraine et là, pour le coup, du lithium. Là, je vais vous montrer un titre d'article du grand journal allemand DW qui nous dit « La guerre en Ukraine est une bataille pour des milliers de milliards, entre parenthèses de dollars, de ressources concernant l'Ukraine. » Donc ça fait suite, alors je le répète encore une fois, au fameux discours de Lindsey Graham, le sénateur républicain. Ensuite, là je viens de vous montrer un extrait de la télévision allemande qui est très très récent, mais cet article date du 7 avril 2024. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que ça vous montre que ça date cela. Ça vient pas de sortir cet intérêt pour les ressources minières ukrainiennes. Et là, que lit-on? Le coût de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est immense pour les deux camps. Mais l'un des possibles bulletins de la victoire pourrait largement compenser le prix de la guerre. L'Ukraine possède d'énormes réserves de lithium. En fait, c'est l'Ukraine qui possède la plus grande réserve de lithium d'Europe. Un minerai essentiel pour des domaines en expansion comme les batteries de voitures électriques. Donc vous voyez, tout ça confirme l'extrait vidéo que l'on a vu précédemment. Et tout comme les États-Unis, ben, l'Allemagne maintenant ne se cache plus du tout
du pourquoi de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas pour sauver les Ukrainiens, la démocratie ou même les frontières de l'Ukraine. Non, non, non. Là, on voit que les langues se délient, la vérité commence à apparaître. Bien entendu que l'Occident n'en a absolument rien à faire de l'Ukraine. C'est pour sa position géostratégique et aussi pour ses ressources minières. Donc voilà, les langues se délient, la vérité commence à arriver. Alors là, on a un article de RBC Ukraine, un journal ukrainien de taille moyenne, qui est plus petit que Ukrenform ou The Kyiv Independent. Mais en tous les cas, ce média ukrainien nous dit Kadyrov veut envoyer 84 000 Tchétchènes à la guerre contre l'Ukraine. Donc ça date du 2 novembre. Là, vous voyez Ramzan Kadyrov, bien sûr, reconnaissable entre mille. Et là, on lit le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, envisage d'envoyer 84 000 habitants de la République qu'il contrôle à la guerre russo-ukrainienne. Il compte envoyer des Tchétchènes au front, non pas dans le cadre de la mobilisation, mais sur la base du volontariat, rapporte le Centre national de résistance NRC. Alors, moi, mon avis, c'est que Kadyrov n'enverra pas 84 000 soldats tchétchènes. Parce que c'est énorme. Là c'est quasiment tous les soldats de la Tchétchénie. Tchétchénie qui est un oblast de la Russie. Je rappelle vite fait comme ça. Donc 84 000, c'est pour ainsi dire tous les soldats tchétchènes présents en Tchétchénie. Donc je n'y crois pas. Maintenant, bon, à part le nombre, est-ce que vraiment cela va être fait? Parce qu'il va envoyer des volontaires. Et dernièrement, c'est une info qui vient d'Ukraine. Je n'ai pas eu ce genre d'information côté russe. Alors c'est toujours la même chose. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous verrons bien. Tout du moins, le nombre de soldats, je n'y crois pas un instant personnellement. Maintenant, attention, si jamais il envoie des forces tchétchènes, on va dire 20 000 hommes, par exemple, parce que au début de la guerre, il y a plus d'1 an et demi, presque 2 ans maintenant, à un moment donné, il y a eu 22 000 soldats tchétchènes qui étaient plus ou moins répartis dans la région de Lugansk et de Donetsk. Donc à un moment donné, il y a eu un pic de 22 000 soldats tchétchènes. Comment on l'a su? Tout simplement parce que c'est Kadyrov qui le disait. Voilà. Alors maintenant qu'il envoie 84 000, pas possible. Là, non, je vois pas comment. Par contre, s'il en envoie 20 000, à nouveau, là, oui, là, ça pourrait être une aide très importante pour la Russie, puisque les soldats tchétchènes, ils sont un peu au-dessus du soldat commun russe. Donc voilà, ça pourrait être une grande aide à la Russie, surtout s'ils les envoient sur Koursk, bien sûr. Bref, nous verrons bien. Ici, un article de France 24 qui nous dit « L'Ukraine annonce la mobilisation de 160 000 hommes face aux avancées russes. » Face aux avancées russes dans la région de Pakrovsk. Pakrovsk, comme je ne cesse de vous le répéter chaque semaine, c'est l'endroit le plus important du front au moment où l'on parle. Voilà, c'est l'endroit le plus important, le plus grand nœud logistique du front. Donc bref, face aux avancées russes dans la région de Pakrovsk et au déploiement de troupes nord-coréennes par Moscou, vous voyez que France 24 ne prend aucune précaution journalistique. Ils annoncent ça comme si c'était absolument véridique. Aucune précaution journalistique, je tiens à le noter. L'Ukraine a annoncé mardi une nouvelle mobilisation de 160 000 hommes. Kiev s'attaque à son manque de soldats. L'Ukraine a annoncé mardi 29 octobre une nouvelle mobilisation de 160 000 hommes, alors que le pays est confronté à des avancées russes
qui s'accélère et que les États-Unis ont confirmé mardi pour la première fois la présence d'un petit nombre de soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk, frontalière avec l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plus d'un an de cela, quand Zaloujny était encore chef d'état-major, il avait demandé une mobilisation de 250 000 hommes. Et ça, c'était il y a plus d'un an. Là, maintenant, vous voyez, c'est 160 000 hommes. C'est beaucoup moins que les 250 000 hommes demandés par Zaloujny il y a plus d'un an. Donc tout ça, c'est un signe. Hein. Vous avez vu l'extrait avec LCI des 100 000 déserteurs. Alors 100 000 répertoriés, bien entendu, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus des déserteurs. Encore une fois, ça c'est ce qui est répertorié par le procureur général du gouvernement ukrainien, comme je vous l'avais montré il y a 2 semaines. Hein. Bref, donc là, il ne parle pas non plus de ceux qui se rendent massivement. Ça, on n'en parle pas. C'est tenu très très secret par le gouvernement de Kiev, parce que ça la fout mal, bien sûr. Et bien sûr, d'autres faits comme le véritable nombre de morts, le véritable nombre de blessés graves de soldats ukrainiens, etc., qui est tenu caché, bien évidemment. Donc tout ça mis bout à bout fait que là, de 250 000 demandés il y a plus d'un an par Zaloujny, on passe à 160 000 hommes. Maintenant, la grande question, ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, combien en auront-ils réellement à la fin? Nous verrons bien. Alors là, un article de DPA International qui nous dit « Zelensky, la paix est la récompense des plus forts ». Ah là là, très profonde comme phrase. La paix est la récompense des plus forts. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Bon, on va pas tout lire parce que l'article est un peu gros. Hein, on va juste s'arrêter là. Montrer de la faiblesse ou trahir les positions de l'Europe n'achètera pas une paix juste, a déclaré le président ukrainien Zelensky aux dirigeants européens à Budapest, donc présidé par Viktor Orban, hein, Budapest, Hongrie, hein, qui a la présidence de l'Union européenne. Donc tout tombe très très mal pour Zelensky. Entre Trump, qui est élu président, et que ça tombe malheureusement au même moment que la présidence de l'Union européenne est tenue par Orban, c'est pas très bien. Donc là, on a les dirigeants européens qui vont être 2 jours à Budapest. Selon son discours publié, la paix n'est la récompense que pour les forts, a déclaré Zelensky sur X, soulignant l'importance de la dissuasion et soulignant la valeur des pays européens pour l'Amérique en tant qu'allié. Répondant aux appels lancés à l'Ukraine pour qu'elle cède des territoires ou fasse des concessions au président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre, Zelensky a déclaré que cela était inacceptable pour l'Ukraine et suicidaire pour toute l'Europe. Alors là, vous notez que ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'introduction, que Zelensky était pressé de toutes parts afin qu'il fasse des concessions, qu'il cède des territoires. C'est ce que je vous avais dit en introduction. Là, vous le voyez là, dans DPA International. Donc là, Zelensky, il a les fesses entre 2 chaises, si vous me permettez cette expression. Hein, céder à l'Europe, l'Union européenne, à l'Occident, en gros, pour dire, bon, allez, on va arrêter la guerre, maintenant, ça suffit, cède tes territoires. Lui, non, c'est inacceptable pour l'Ukraine et suicidaire pour toute l'Europe. Alors là, il y a 2 choses à relever pour conclure, concernant les dires de Zelensky. Il dit suicidaire pour toute l'Europe. Là, ça veut dire que si Vladimir Poutine gagne la guerre, il l'a déjà gagné, mais bon, passons. Officiellement la guerre, donc il gagne officiellement la guerre, toute l'Europe va être en danger. Alors moi, je ne comprends pas. Je lis
tous les jours, au minimum 4, 5 journaux ukrainiens, voire 6 ou 7 quelquefois. Je lis beaucoup de journaux occidentaux, internationaux, qui nous disent à quel point la Russie est nulle, que les soldats russes sont mauvais, regardez, ils grignotent du terrain tous les jours, mais aucune véritable avancée, ça leur prendra encore 10 ans si on suit Titelman, hein, le fameux Xavier Titelman, ça leur prendra 10 ans pour qu'ils aient tous les 4 oblasts à 100%, ça prendra au moins 10 ans. Regardez, leur matériel est mauvais, ils sont mauvais, ils avancent lentement, leur économie va s'effondrer. Oui, là, on l'a entendu là encore récemment. Tout s'effondre. Ah bah moi je comprends pas. Pourquoi Zelensky dit cela? Pourquoi il a peur pour toute l'Europe vu que la Russie a le plus grand mal du monde à prendre 4 oblasts? Comment ça se fait qu'il menacerait l'Europe? Il serait incapable d'aller jusqu'à Kiev. Parce que là, si on en croit Titelman, ça prendrait plus de 150 ans avant qu'il arrive jusqu'à Kiev. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi l'Europe s'inquiéterait? Puisque la Russie a toutes les peines du monde à prendre 4 misérables oblasts. Voilà. Alors moi, je comprends pas. Bref, vous voyez, donc il y a cela. Déjà, première chose. Et ensuite, on a la paix et la récompense des plus forts. Hein, montrer de la faiblesse, ah non, ça n'achètera pas une paix juste. Ça veut dire, là, ce qu'il dit très clairement, c'est il faut une victoire. Et en gros, une victoire de l'OTAN. Et oui, parce que si l'Ukraine perd, en gros, c'est l'OTAN qui perd. Parce que bon, ça, il ne le dit pas, mais tout le monde aura compris qu'en réalité, c'est une guerre par truchement. L'Ukraine n'est qu'un truchement. C'est en gros l'Union européenne et les États-Unis qui se battent en réalité contre la Russie. Hein, l'Ukraine n'est qu'un truchement. Exactement comme ce fut le cas pour la Corée et le Vietnam. Donc là, ça veut dire quoi? Là, Zelensky, il dit faire montre de faiblesse, c'est perdre. Donc en gros, il nous faut la victoire, c'est-à-dire faire une guerre totale à la Russie pour avoir une victoire totale. Et là, quand Vladimir Poutine sera dos au mur, là, on pourra négocier une paix juste. Voilà. Et Zelensky, lui, il est cohérent avec lui-même. Hein. Ça fait 2 ans qu'il dit cela, hein, Zelensky. Hein. Voilà. Donc, il y avait ces deux choses-là. Hein. Le fait que l'Europe serait menacée, l'Europe tout entière disparaîtrait sous le giron russe, et le fait qu'il faut absolument faire la guerre à la Russie pour avoir une victoire, et il n'y a que comme ça qu'on aura une paix. Il n'y a qu'avec une victoire et la guerre contre la Russie qu'on aura une paix, puisque la paix est la récompense des plus forts. Vous voyez? C'était très intéressant à souligner. Alors là, j'ai pas pu résister de vous montrer un article très amusant me concernant, qui vient du grand journal militaire américain The National Interest, qui nous disait au 24 janvier 2023, les chars allemands Léopard 2 contribueront à écraser la Russie. La décision allemande d'envoyer des chars en Ukraine marque un tournant. Il est désormais clair que Vladimir Poutine a signé l'arrêt de mort de son régime en envahissant l'Ukraine. C'est à se tordre de rire, mais le problème c'est qu'ils étaient très sérieux. Ils étaient très sérieux. Et là, vous voyez, là on parle des chars M1 Abrams, pareil. C'est à peu près les mêmes mots qu'ils emploient, c'est-à-dire en gros, Léopard 2, char Abrams américain, ça va changer la donne. Ça va changer la donne. La Russie va être écrasée comme on peut le voir ici. C'est du plus haut ridicule. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que ça rappelle quand même des souvenirs. Hein. Souvenez-vous les drones suicides Switchblade américains qui devaient changer la donne sur le front avec les drones Bayraktar, hein, les drones turcs qui coûtent extrêmement cher.
Bon, les Switchblade et les Bayraktar ont été balayés sur le terrain et n'ont plus été utilisés. Puis on a eu les obus Excalibur, hein, les fameux obus à grande portée américains d'une valeur de 100 000 $ à peu près. Et face au Krasnopol russe, le problème c'est que les obus Excalibur de très longue portée américains étaient sujets au brouillage électronique. Et alors du fait en plus de leur rareté, de leur coût, ils n'ont plus été utilisés. Donc les obus Excalibur terminés. Ensuite, on a eu les obusiers César qui devaient aussi changer la donne parce que tellement mieux que les obusiers russes. En un coup, hop, c'était terminé, il n'y avait plus personne derrière. Le problème, c'est qu'on avait oublié de dire que une fois qu'on avait tiré quelques dizaines de coups ou quelques centaines de coups avec un obusier César, eh bien la précision baissait exponentiellement jusqu'à devenir inutilisable. Donc en gros, très bon obusier, mais pour faire quelques tirs, mais pas pour une guerre de haute intensité. Après, on a eu les lanceurs roquettes HIMARS, hein, souvenez-vous, les HIMARS qui devaient changer la donne. Donc matériel américain qui n'a plus été utilisé, puisque plus de 90% des roquettes étaient arrêtées par le brouillage russe. Ensuite, on a eu les chars Léopard 2, les chars Abrams M1A1, donc les chars allemands et les chars américains, qui devaient changer la donne. Ensuite, on a eu les missiles Storm Shadow et les Scalp, hein, qui sont quasiment les mêmes missiles. Hein, les uns anglais, les autres français. Et puis, au final, ces missiles-là, du fait de leur coût, de leur faible nombre, et puis de leur relative inefficacité, parce que évidemment ils sont sujets eux aussi au brouillage électronique russe, on fait que on les a utilisés de moins en moins pour ne plus les utiliser du tout. Et les Ukrainiens sont plutôt rabattus sur les attaques MS. Et enfin, on a bien entendu les F-16. N'oubliez pas les F-16 qui devaient changer la donne et qui au final n'ont pas du tout été utilisés aux dernières nouvelles. Donc toutes ces armes magiques qui devaient changer la donne, eh bien on a vu ce que ça valait. On se berçait d'illusions dès le départ. Voilà, donc cet article-là m'a fait remonter tous ces souvenirs. J'ai voulu partager cela avec vous parce que de toute manière, c'est toujours intéressant de se souvenir quelles avaient été les armes magiques qui devaient écraser la Russie. Là, on a un message télégramme de Yuri Ignat qui confirme les dires de Mariana Bezuglaya, cette députée dissidente de la Rada, qui disait que il y aura moins de forces aériennes pour détruire les Shahed 136, les Ukrainiens les appellent martyrs, hein, les Shahed 136, du fait que ces pilotes de l'armée de l'air sont envoyés dans l'infanterie. Et là, on a Yuri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air, qui confirme les dires de Mariana Bezuglaya, hein, puisqu'il reprend ces dires-là. Donc, ils sont envoyés dans l'infanterie avec d'autres. Il n'y a pas que l'armée de l'air qui est envoyée dans l'infanterie. Ça rejoint les articles que je vous avais montrés il y a 3 semaines, comme quoi des techniciens de maintenance d'obusiers, de chars, des électriciens étaient envoyés aussi dans l'infanterie pour aller se battre. Donc ils grattent les fonds de tiroir. Et là, c'est carrément avoué par Yuri Ignat. Donc jusqu'où vont-ils aller du fait qu'ils n'ont plus d'hommes pour aller se battre sur le front? Jusqu'où vont-ils aller? Là est la question. Alors, conclusion. Bien, tout d'abord, on sait que les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas fonctionné. Évidemment, c'est un euphémisme que de dire cela. Aussi, les armes magiques n'ont pas fonctionné non plus. Hein, on vient de voir un article qui le démontrait. Ensuite, l'union au sein de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que les pays de l'Union européenne ne sont pas aussi unis que cela.
hein. N'oublions pas que la Serbie et la Hongrie ont refusé les sanctions contre la Russie. N'oublions pas la Hongrie qui a bloqué et qui bloque toujours énormément d'argent, des milliards d'euros pour l'Ukraine. N'oublions pas que les États-Unis, pendant 7 mois, ont bloqué un budget de 60 milliards de dollars et qui s'est débloqué comme ça, in extremis, parce que celui qui bloquait la chose, Mike Johnson, républicain, a subi des pressions absolument colossales de la Maison-Blanche, du Pentagone, de certains de ses collègues, de tous les démocrates, bien entendu, et de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à ce moment-là. Bref, des pressions de fou qu'il a subies, sans compter évidemment de certains pays d'Europe. Donc il a lâché. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les 60 milliards vont être donnés à l'Ukraine, hein, ça va être donné au compte-gouttes. Bref, il n'y aura même pas un dixième de données à l'Ukraine que la guerre sera en réalité déjà finie, tellement c'est lent. Bref, rien de tout cela n'a fonctionné. L'Union européenne veut donner 50 milliards d'euros à l'Ukraine en comptant les avoirs gelés russes, donc en utilisant plus précisément les intérêts de ces avoirs. Mais évidemment, tout cela ne fonctionne pas, puisqu'il y a un blocage, c'est complètement illégal. Et en plus, certains pays au sein de l'Union européenne ne veulent pas faire cela. Donc en gros, tout ça vraiment est de très mauvais augure pour l'Ukraine. Et enfin, on finit en beauté avec l'élection de Donald Trump, qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne veut plus aider l'Ukraine. Par contre, il veut faire Make America Great Again, MAGA. C'est-à-dire que les subsides reviennent aux États-Unis afin de faire un protectionnisme pour redresser l'Amérique, lui redonner un peu de sa grandeur. Voilà, donc l'Ukraine est très très mal. Et ça expliquerait pourquoi tout d'un coup on a eu l'apparition de soldats nord-coréens. Alors tout d'abord à Vladivostok, soi-disant, encore une fois, je ne cesse de le répéter, il n'y a strictement aucune preuve qui a été fournie. Alors tout le monde est sûr, hein, les services secrets de la Corée du Sud, les États-Unis, l'Ukraine, ils sont sûrs, ils sont sûrs. Ils sont tellement sûrs qu'ils ne présentent absolument aucune preuve. Bien évidemment, et vous vous doutez bien que s'ils en avaient une, même une pauvre preuve, ils n'auraient de cesse de la présenter, bien évidemment. Donc tout ça va de mal en pire pour l'Ukraine, et en plus cela risque de se finir d'autant plus vite qu'on a vu qu'il y a une implosion des gouvernements français, allemands, anglais, sans parler de d'autres, hein, puisque n'oublions pas que là il y a eu même au-delà de l'implosion, puisqu'on a eu carrément un changement, par exemple la Slovaquie, qui est devenue, on pourrait pas dire pro-russe, mais tout du moins qui veut des bonnes relations avec la Russie, comme ce fut le cas avant avec l'Allemagne, la Finlande, la France, l'Angleterre, etc. Hein, voilà, n'oublions pas l'histoire quand même. Donc tout ça est très très malheureux, et donc disais-je, cela expliquerait pourquoi tout d'un coup l'apparition de soldats nord-coréens en Russie, et plus exactement après à Koursk. Et évidemment, la finalité de cette propagande, c'est qu'on les retrouve en Ukraine, en train de se battre contre les soldats ukrainiens. Comme ça, la boucle serait bouclée, et là, l'OTAN serait mis en face de ses responsabilités. Parce que, bon, Joe Biden, il a dit, s'il y a des soldats nord-coréens qui se battent en Ukraine, alors là, on va voir ce qu'on va faire, mais là, on ne rigolera plus, hein. Là, on va faire vraiment quelque chose. On attend de voir, hein, bien entendu. Déjà, on attend de voir, encore une fois, c'est très important, c'est pour ça que je le répète, on attend de voir les preuves de soldats nord-coréens, ne serait-ce
qu'en Russie et éventuellement à Koursk. Voilà. Donc pour l'instant, officiellement, Anthony Blinken a dit qu'il y avait un petit peu de soldats nord-coréens à Koursk, mais que pour l'instant, il n'y a aucune preuve comme quoi ils se battent. Donc ils seraient à l'arrière, d'après Anthony Blinken, comme on l'a vu. Bref, donc étant donné que l'Ukraine est complètement dos au mur, que tout s'écroule au sein de son gouvernement, au sein même de l'Ukraine et sur le champ de bataille, donc évidemment, à partir de là, il faut passer au recours extrême, aux méthodes draconiennes. Alors ça commence par une propagande grotesque, bien évidemment, qui ne changera strictement rien, parce que en plus tout cela est vain. Tout cela est vain, puisque Zelensky il a toujours pas compris, alors que moi je vous le dis depuis plus d'un an, que l'Occident a abandonné l'Ukraine depuis environ 1 an et demi. En réalité, ça a commencé quand la grande offensive ukrainienne de juin de l'année dernière a complètement échoué. Ça a commencé à partir de là. Et après, ça n'a cessé évidemment de devenir de plus en plus aigu l'abandon, et on l'a vu par moins d'argent, moins d'armement donné à l'Ukraine. Toujours moins, toujours moins, toujours moins, jusqu'à maintenant. Donc Zelensky, il a toujours pas compris cela. Il augmente donc la propagande hein, pour atteindre des extrêmes, et peut-être va-t-il, à la fin des fins, faire des actes désespérés. On ne le sait pas. Une bombe sale, une opération sous faux drapeau, en faisant croire que la Russie a fait quelque chose de terrible, alors qu'en fait c'est l'Ukraine qui l'a faite. Bref, tout est possible. Hein. Alors maintenant, j'estime que c'est assez peu probable, puisque l'abandon de l'Ukraine a atteint un point tel que maintenant ça deviendrait un peu vain, et ça pourrait même se retourner contre l'Occident, contre l'OTAN, parce que si jamais il s'avère que la Russie arrive à prouver que c'est Zelensky qui a fait une opération sous faux drapeau, par exemple, hein, je dis ça comme ça, eh bien ce sera absolument terrible pour l'Occident. Est-ce que l'Occident pourrait se permettre un tel risque? Donc bon, ça je n'y crois pas vraiment. Pour moi, les agissements de Zelensky médiatiques ne sont que les derniers soubresauts du cadavre, et qui ensuite va suivre le raidissement, c'est-à-dire la fin, mais la fin définitive cette fois. Et moi je pense que en réalité, plus le temps passe, comme je vous l'ai démontré à maintes et maintes reprises dans les points sur l'Ukraine, plus tout s'effondre en Ukraine, économiquement, sociétalement, militairement, mais plus tout s'effondre aussi dans l'Union européenne et aux États-Unis, économiquement, sociétalement et militairement aussi. Donc plus le temps passe, plus cela joue pour Vladimir Poutine. Lui, il n'a plus qu'à attendre que le fruit mûr tombe tout seul. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'Ukraine, qui manque tellement de soldats que ça risque de se finir, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout naturellement, sans même que la Russie n'ait besoin de faire un dernier grand mouvement militaire, une grande offensive qui donnerait le coup de grâce. Peut-être que la Russie n'aura même pas besoin de faire ce coup de grâce, et que l'Ukraine tombera soudainement, ayant franchi le seuil fatidique d'épuisement militaire. Nous verrons bien. En tous les cas, c'est tout ce que je pouvais dire pour la conclusion, et on va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. Alors il s'est passé quelque chose dans la zone d'Energodar. Alors d'Energodar, c'est la ville qui abrite la centrale nucléaire de Zaporojye. Donc cette centrale nucléaire a été attaquée par des envois massifs de drones, mais d'après les Russes, tous les drones ont été détruits et il n'y a pas eu de dommages concernant la centrale nucléaire, heureusement. Alors pourquoi continue-t-il à envoyer des drones sur la centrale nucléaire qui est extrêmement protégée?
Je ne le sais pas. Moi, j'enverrai ces drones plutôt sur le front, directement, là où ça chauffe le plus. Mais bon, c'est comme ça. Là, je n'ai pas eu de nouvelles concernant cette force armée qui s'agglutine dans cette zone-là pour peut-être faire une grosse offensive sur la ville même de Zaporojye. Je vous en parlais chaque semaine, mais là, j'ai pas eu de nouvelles pertinentes à dire concernant ce sujet-là. Alors, on va passer directement là où ça chauffe le plus, c'est-à-dire dans l'oblast de Donetsk, bien évidemment. Et là, les Russes sont énormément avancés, donc vous pouvez le voir ici. Alors, sur Grand Novosilka, les Russes ont avancé, donc pas mal, hein, quelques kilomètres quand même, hein, vous pouvez le voir, là, ça représente quelques kilomètres, donc c'est de grosses avancées, surtout sur une grande longueur. Donc encore une fois, je ne vais pas vous dire toutes les villes et villages qui prennent parce que toutes les semaines il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez que là il y a eu 4 avancées importantes, particulièrement ici. Là ils ont pris ce village-là. Et là, autour de Kurakowie, qui est un endroit extrêmement important, c'est pour ça qu'il est entouré d'un carré rouge, bah, il y a eu une grosse avancée aussi, donc ils ont pris toute cette zone-là. Je vous rappelle que ce qui est en pointillé, c'est la ligne de front de la semaine dernière. Donc vous voyez, comme ça, vous pouvez voir les avancées par rapport à la semaine dernière. Donc bien évidemment, ils veulent prendre Constantinople, donc ici, ils veulent prendre cette zone-là, c'est pour ça que je vous ai fait les flèches. Alors les flèches, la taille des flèches représente aussi la taille de l'armée qui est en train de se diriger vers cette direction. Voilà, c'était à préciser aussi. Donc Kurakowie, quand c'est entouré dans un carré rouge, ça veut dire que c'est une ville très importante. Voilà, Kurakowie qui est juste à l'ouest de Donetsk. Là, dans la zone de Pakrovsk, comme vous pouvez le voir, il y a eu une énorme avancée. Une énorme avancée. Alors, par contre, il n'y a eu aucune avancée sur Lizivka. Aucune avancée sud Pakrovsk. Donc là, c'est plutôt figé. Là, je vous ai entouré Pakrovsk, bien évidemment, parce que c'est l'endroit le plus important du front. C'est pour ça qu'il est entouré d'un gros carré rouge. Et là, je vous ai mis pour information la ville, la petite ville, là où il y a une énorme mine de charbon de très haute qualité. Donc c'est Oudachnie, pardon. Donc Oudachnie, c'est une petite ville très importante à l'ouest de Pakrovsk. Et Oudachnie a cette mine de charbon, ce type de mine de charbon de très haute qualité dont je vous avais parlé concernant Selidovo. Je vous avais dit Selidovo avait une importante mine de charbon de très haute qualité. Et bien la région de Pakrovsk aussi avec Oudachnie. Donc quand les Russes prendront Oudachnie, ça va être terrible parce que à ma connaissance, c'est la dernière mine de charbon de très haute qualité qui reste concernant l'Est de l'Ukraine, le grand Est de l'Ukraine. Donc à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui existent dans le grand Est de l'Ukraine. Donc ça va être un coup terrible quand les Russes prendront Oudachnie, cette mine de charbon qui est extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai marqué ça de manière peu élégante, mais bon, explicite, sur Oudachnie. Bref, au-delà de ça, sur Toretsk, très important, Toretsk, les Russes n'ont pas vraiment avancé sur Toretsk. Alors pendant plusieurs mois, Toretsk était entouré d'un carré rouge, mais comme ils ont pris une grosse partie de la ville de Toretsk, j'ai enlevé le carré rouge, mais ils n'ont pas vraiment avancé. Les Ukrainiens ne sont pas idiots. C'est comme sur Pakrovsk, les zones les plus importantes, c'est-à-dire
Paklovsk, ils envoient tout ce qu'ils peuvent envoyer sur Paklovsk, ils envoient. Sur Toretsk, ils envoient tout ce qu'ils peuvent envoyer parce que Paklovsk, Toretsk, c'est les zones extrêmement importantes. Tchassivial, ils envoient tout ce qu'ils peuvent, c'est pour ça que les Russes ont du mal à avancer. Parce que ça, c'est les endroits clés. Paklovsk, Toretsk, Tchassiviar. Là, un peu plus au nord, alors là, il s'est passé quelque chose. Là, c'est dans la fameuse région de Siversk, ce fameux chaudron. Alors, pareil, comme c'est extrêmement important, puisque évidemment, là, c'est pour la défense de Kramatorsk et Slaviansk, deux grosses villes, hein, aussi importantes que Kharkov au nord, dans le sens importance dans l'absolu, pas en nombre de population, parce que Kharkov c'est plus nombreux que Kramatorsk ou Slaviansk, mais en importance stratégique, c'est pour ça que c'est entouré d'un triangle rouge exceptionnellement, parce que c'est ce qu'il y a de plus important sur le front concernant les grandes villes, je dis bien les grandes villes. Donc Siversk, la région de Siversk qui est extrêmement importante pour les Ukrainiens, ils envoient énormément de troupes. Là, les Russes, ils ont pris Ivano-Darkva, ils l'ont complètement prise, mais, là, je vous ai mis une épingle bleue parce que là, les Russes ont subi des revers. Alors, pas qu'ils n'ont pas perdu de terrain, mais ils ont perdu beaucoup d'hommes parce qu'apparemment, là, il y a un commandant des troupes russes qui a été très mauvais. Et là, il est avéré que les Russes ont perdu beaucoup d'hommes ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une épingle bleue. Donc là, les Ukrainiens ont bien joué et les Russes ont très mal joué. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et ça, c'est avéré, hein. Les blogueurs russes sont tous unanimes. Les Russes ont perdu beaucoup d'hommes ici. Alors beaucoup d'hommes, évidemment, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'hommes? Quelques centaines d'hommes, vraisemblablement. On ne peut pas dire des milliers d'hommes, ça c'est pas possible parce que des milliers d'hommes c'est sur des grandes régions. Donc là ils ont perdu peut-être des centaines d'hommes. Je ne le sais pas, le nombre on ne le connaît pas, mais en tous les cas, là paradoxalement les Russes ont fait une avancée, ils ont bien réussi et juste à côté là ils ont perdu beaucoup d'hommes. Donc peut-être qu'ils ont bien réussi en envoyant beaucoup d'hommes en chair à canon. Donc là, sur ce coup-là, c'est bien documenté, c'est avéré. Les Russes ont très mal joué, les Ukrainiens ont bien joué et il y a eu de grosses pertes russes. Là, au nord, les Russes ont avancé. Ils ont pris Kopansky, pardon. Ils ont pris Kopansky, donc là, une avancée importante. Pour le reste, sur Kupiansk, ils n'ont pas avancé, donc ça reste... j'ai vraiment l'impression depuis quelques semaines, là, ils avancent plus vraiment les Russes. Donc certes, les Ukrainiens envoient beaucoup d'hommes, ils se battent bien, c'est sûr que Kupiansk est bien défendu, mais j'ai l'impression que les Russes ont vraiment pris des hommes ici, pour les envoyer ici dans la région de Donetsk parce que c'est ici qu'ils veulent percer les Russes, absolument. Alors pourquoi les Russes veulent percer absolument dans cette zone-là? C'est Paklovsk. Une fois que Paklovsk sera tombé, c'est toute cette région-là qui tombera relativement facilement après. Une fois que Paklovsk sera tombé, puisque c'est le plus grand nœud logistique de la région, de toute cette région-là, c'est pour ça qu'ils concentrent certainement, ce n'est que mon avis, toute leur force ici, hein. C'est pour ça que toutes les semaines tout se passe ici. Vous notez que toutes les semaines il n'y a qu'ici qu'il y a des grosses avancées russes et que sur le reste ça avance très peu. Ça avance, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir là, ça avance, mais très peu. Dans le front de l'extrême nord, Lipsy-Vovchansk, il ne s'est rien passé, donc c'est purement en défensive. Sur Kursk, rien à dire de spécial, là il ne s'est rien passé de spécial, mais il y a eu des annonces de fait. Il y a le chef d'état-major Sielski a déclaré que depuis le 6 août,
ils avaient fait 7000 dommages, 7000 hommes, alors ils appellent ça les dommages, c'est la traduction de l'anglais, mais on va dire 7000 soldats immobilisés, donc morts ou blessés. Ça, c'est d'après Sielski, 7000 soldats russes depuis le 6 août ont été tués ou blessés. Les Russes, eux, disent qu'ils ont tué ou gravement blessé 30 000 soldats ukrainiens. Voilà, donc ce qui correspond à peu près, ça me semble raisonnable. Et Sielski, lui, dit un chiffre qui me semble raisonnable aussi. Qu'il y ait eu 7000 pertes de soldats russes ici, ça me semble tout à fait raisonnable. Et qu'il y ait eu 30 000 pertes concernant morts ou blessés. Alors c'est des gravement blessés, hein. Quand on dit blessé, c'est pas une égratignure, hein. C'est gravement blessé. Ça me semble tout à fait raisonnable aussi. Donc là, les chiffres, je les crois, personnellement. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.